Dans l'obscurité oppressante de la nuit, les gyrophares rouges et bleus lacèrent l'air comme des lames, illuminant la berline de luxe d'un éclat sinistre. André Dubois, juge respecté, homme noir au costume impeccablement taillé, sort lentement de son véhicule, les mains levées dans un geste de reddition forcée. « À terre, tout de suite !» hurle l'officier Claire Martin, sa voix tranchante comme une accusation sans procès. Son regard, froid et chargé de mépris, transperce André, qui tente de garder son calme. « Officier, je suis le juge André Dubois. Il n'y a aucune raison pour cela, » dit-il, sa voix ferme mais polie. Claire ricane, un rictus moqueur déformant son visage. « Un juge? Et moi, je suis la reine de France. » Ces mots, lourds de sarcasme, s'abattent comme une gifle. Derrière elle, un second officier, Marc Dupont, reste silencieux, son regard fuyant trahissant une complicité passive qui fait bouillir le sang. La tension monte, l'injustice s'installe, et dans l'ombre, un passant filme tout. Ce qui suit va secouer les consciences et réveiller la colère. Si vous croyez en la justice, si vous ressentez l'indignation face à l'abus, mettez un like et commentez « Justice pour tous » pour montrer que vous ne resterez pas silencieux face à l'injustice. André Dubois venait de quitter la salle de bal du Grand Hôtel, où les échos d'applaudissements polis résonnaient encore dans son esprit. La soirée caritative avait été un triomphe. Son discours sur l'égalité devant la loi, prononcé avec une éloquence forgée par des années de lutte, avait captivé l'audience, du moins une partie. Certains regards, voilés de scepticisme, lui rappelaient une vérité amère. Pour beaucoup, un homme noir en costume 3 pièces, occupant un poste de pouvoir, restait une anomalie. André ajusta ses boutons de manchette en or, respira l'air frais de la nuit et se dirigea vers le voiturier. Le jeune homme blanc, Pierre, le fixa un instant, un éclat de doute dans les yeux. « Monsieur, c'est vraiment votre voiture ?» demanda-t-il, hésitant, en désignant la berline noire rutilante garée sous un lampadaire. André sentit une pointe de colère familière monter en lui, mais il se força à sourire, glissant son ticket dans la main du voiturier. « Oui, c'est la mienne. » Pierre échangea un regard avec un collègue, un regard qui disait tout sans rien dire, puis s'éloigna à contre-cœur pour récupérer le véhicule. André soupira, la frustration lui serrant la poitrine. Ce n'était pas une agression ouverte, mais ces micro-attaques, ces doutes insidieux, le blessaient comme des coups de couteau répétés. En s'installant au volant, André ajusta ses rétroviseurs, essayant de chasser le poids de ce moment. Toute sa carrière avait été une bataille pour prouver qu'il méritait sa place, qu'il était plus que les préjugés qu'on lui collait à la peau. Mais même en tant que juge fédéral, il ne pouvait échapper à ses regards, à ses murmures, à cette suspicion constante. Il démarra, s'engageant sur la route déserte, les lampadaires projetant des ombres vacillantes. Ce n'est qu'en tournant sur l'avenue principale qu'il remarqua une voiture de police dans son rétroviseur. Au début, il n'y prêta pas attention, une patrouille de routine peut-être. Mais lorsque la voiture le suivit après un changement de voie, son estomac se noua. Il ralentit à un feu rouge, et la voiture de police resta collée à son pare-choc, ses phares projetant une lumière aveuglante dans l'habitacle. André garda les mains à 10h10 sur le volant, chaque muscle tendu. Il connaissait ce scénario. Pas exactement celui-ci, mais quelque chose d'assez proche. Être suivi, observé, soupçonné sans raison. Il signala soigneusement son prochain virage, espérant que la voiture s'éloignerait. Mais elle le suivit, implacable. Un soupir lui échappa. « Reste calme, ne fais rien de brusque », se répéta-t-il, un mantra gravé dans son esprit, par des années d'expérience et les conseils transmis de génération en génération. Puis, soudain, les gyrophares s'allumèrent, accompagnés du hurlement strident d'une sirène. « Merde !» murmura André, son pouce accélérant. Il signala son arrêt, se rangea sur le bas-côté, les mains bien visibles sur le volant. La voiture de police s'arrêta derrière lui,
ses projecteurs inondant l'habitacle d'une lumière crue. À travers le rétroviseur, il vit une silhouette descendre, ses bottes claquant sur l'asphalte, un coup sec contre la vitre. André baissa la fenêtre, rencontrant le regard glacial de Claire Martin. « Permis et carte grise », ordonna-t-elle, sa voix teintée d'une hostilité à peine voilée. « Officier, puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez » demanda André, sa voix posée mais ferme. Claire plissa les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « Vous conduisiez de manière agressive. » André fronça les sourcils. « Agressive ?» Il avait respecté chaque limitation de vitesse, signalé chaque virage, suivi chaque règle à la lettre. C'était une excuse, une accusation fabriquée de toutes pièces. Il tendit son permis et sa carte grise, observant le regard de Claire parcourir les documents. Puis il vit l'étincelle de doute dans ses yeux, suivie d'une lueur plus sombre, plus dangereuse. « Juge, hein ?» dit-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Et moi, je suis présidente de la République. » André soutint son regard, refusant de se laisser intimider. « C'est exact. Juge André Dubois. » Un silence tendu s'installa, l'air chargé d'une tension palpable. Puis Claire éclata d'un rire moqueur, secouant la tête. « Un juge noir? Bien essayé. Peut-être que tu joues au basket à tes heures perdues, non? » Les mots étaient comme un coup de poing, mais André resta impassible. Il avait entendu ce genre de remarques toute sa vie. L'idée qu'un homme noir ne pouvait être qu'un athlète, un artiste, jamais un homme de loi. « Je veux savoir la vraie raison de cet arrêt », insista-t-il, sa voix toujours calme mais tranchante. Le sourire de Claire s'effaça, remplacé par une froideur calculatrice. « Sortez du véhicule. » André ne bougea pas. « Sur quel motif ?» Elle s'approcha, sa main posée sur son holster. « J'ai dit, sortez. » André serra la mâchoire. Il connaissait les risques. Obéir pouvait mener à une escalade. Refuser pouvait lui valoir une accusation de non-coopération. Dans les deux cas, le jeu était truqué. Lentement, il ouvrit la portière et sortit dans l'air froid de la nuit. « Tournez-vous, main sur la voiture », ordonna Claire, sa voix coupante comme une lame. André obéit, posant ses mains sur le toit de la berline, sentant le métal froid sous ses paumes. Mais ce qui suivit le fit bouillir de rage. Claire le saisit par les épaules, le poussant brutalement contre la voiture, son genou appuyant dans son dos avec une force inutile. « Vous faites une grave erreur », dit André, sa voix maîtrisée mais vibrante de colère contenue. « C'est moi qui décide des erreurs ici », rétorqua Claire, resserrant son emprise. Puis, dans un geste qui fit monter la colère d'André à un niveau incandescent, Claire commença à fouiller sa voiture. Elle ouvrit la portière passager, renversant le contenu de sa mallette sur le siège. Des documents juridiques, soigneusement annotés, s'éparpillèrent. Parmi eux, son discours de la soirée, un texte qu'il avait peaufiné pendant des semaines, tomba au sol. Claire le ramassa, le parcourut d'un regard dédaigneux, puis le froissa et le jeta dans la boue à côté de la route. « Ça, c'est ce que tu appelles du travail de juge ?» ricana-t-elle, son ton chargé d'un mépris qui brûlait comme de l'acide. André sentit une vague de fureur l'envahir, mais il se força à rester immobile, à ne pas lui donner la satisfaction d'une réaction. Marc Dupont, l'autre officier, observait la scène, un sourire narquois aux lèvres. « Allez, Claire, il doit bien cacher quelque chose », plaisanta-t-il, renforçant l'humiliation. André sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement une injustice personnelle, c'était une attaque contre tout ce qu'il représentait, contre chaque personne qui avait déjà été rabaissée, soupçonnée, déshumanisée à cause de sa couleur de peau. Soudain, Claire attrapa les poignets d'André, les tirant en arrière avec une brutalité inutile. Les menottes claquèrent, le métal mordant sa peau. « Vous avez le droit de garder le silence », commença-t-elle, sa voix teintée d'une jubilation cruelle. André sentit le poids de l'histoire s'abattre sur lui. Tous ces hommes noirs avant lui, arrêtés, humiliés, parfois tués,
pour n'avoir rien fait d'autre qu'exister au mauvais endroit, au mauvais moment. Claire le poussa vers la voiture de police, le forçant à s'asseoir à l'arrière, les menottes lui entaillant les poignets. « Ne t'inquiète pas, juge, dit-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. Je vais m'occuper de ton cas personnellement. » À cet instant, André sut que ce n'était pas une question de loi ou de justice. C'était une question de pouvoir, de contrôle, de suprématie. Mais alors que Claire refermait la portière, une voix perça la nuit. « J'ai tout filmé !» cria un jeune homme, Karim, debout sur le trottoir, son téléphone brandi comme une arme. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était inébranlable. « C'est du profilage racial, et tout le monde le sait. Vous venez de menotter un juge pour rien. » Claire pivota, son visage blême de rage. « Éteins ça tout de suite, » ordonna-t-elle, s'avançant vers Karim d'un pas menaçant. Mais Karim tint bon. « Ou quoi? Vous allez m'arrêter aussi, pour avoir dit la vérité. » À quelques mètres, un couple, Sophie et Paul, observait depuis leur voiture. Ils avaient vu toute la scène mais restaient silencieux, leur visage figé dans une indifférence complice. Leur inaction, leur refus de s'impliquer, ajouta une couche supplémentaire d'injustice, faisant bouillir le sang d'André. Pourquoi restait-il là, à regarder, sans rien faire? Leur silence était une trahison, un écho de tous ceux qui, par peur ou par apathie, laissent l'injustice prospérer. Claire, furieuse d'être filmée, s'approcha encore de Karim, son doigt pointé comme une menace. « Tu vas regretter ça, » siffla-t-elle, sa voix tremblante de colère. Mais Karim ne baissa pas son téléphone. « Allez-y, montrez au monde qui vous êtes vraiment, » lança-t-il, sa voix gagnant en assurance. André, toujours menotté, observait la scène depuis la voiture de police. Il vit l'éclat de panique dans les yeux de Claire, non pas la peur de la justice, mais la fureur d'être exposée. Elle se tourna vers Marc, comme pour chercher son soutien, mais celui-ci haussa les épaules, mal à l'aise. « Claire, peut-être qu'on devrait... » commença-t-il, hésitant. Elle le coupa d'un regard assassin. « Ferme-la, Marc. Va vérifier ses plaques. » Marc s'exécuta, tapant les informations dans son ordinateur de bord. Un silence tendu s'installa, seulement brisé par le bourdonnement lointain de la circulation et le crépitement de la radio de police. Puis, André vit l'expression de Marc changer. Ses yeux s'écarquillèrent, ses épaules se crispèrent. Il se tourna lentement vers Claire. « Claire, il dit la vérité. La voiture est à lui. » Le visage de Claire se durcit, ses narines frémissant de rage. Elle ne semblait pas soulagée d'avoir évité une erreur judiciaire. Elle était furieuse, comme si elle venait de perdre un jeu qu'elle pensait gagner d'avance. Alors pourquoi il agissait de manière suspecte? Cracha-t-elle, se tournant vers André. Celui-ci laissa échapper un rire amer, sans humour. « Suspect? Vous voulez dire pourquoi je n'ai pas immédiatement obéi quand vous m'avez traité comme un criminel sans raison? » Claire serra les dents, ses poings crispés. Elle semblait sur le point de doubler la mise, de trouver une autre excuse pour justifier son abus. Mais à cet instant, la foule autour d'eux grossissait. D'autres passants, alertés par les cris de Karim, avaient sorti leur téléphone, filmant la scène. Sophie et Paul, toujours dans leur voiture, regardaient maintenant avec une gêne visible, mais ils ne bougèrent pas. Leur silence, leur refus d'agir, était une blessure supplémentaire. André croisa le regard de Karim, hochant légèrement la tête en signe de gratitude. Ce jeune homme, avec son courage, venait de changer la donne. Claire, sentant le contrôle lui échapper, déverrouilla les menottes d'André avec une force brutale, comme si chaque mouvement était une insulte personnelle. « La prochaine fois, » murmura-t-elle, sa voix basse et venimeuse, « ne fais pas comme si tu étais chez toi. » André se redressa, ajustant son costume froissé. Son poignet portait encore les marques rouges des menottes, mais son regard était d'acier. Il ne répondit pas, mais son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Ce n'était pas fini.
pas pour lui. Pas pour tous ceux qui avaient subi ce genre d'humiliation avant lui. Claire remonta dans sa voiture, claquant la portière avec une rage contenue, et démarra en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte. André se tourna vers Karim, qui baissa enfin son téléphone, les mains encore tremblantes. « Merci, » dit André, sa voix sincère, empreinte d'une émotion qu'il peinait à contenir. Karim hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'en ai vu trop, trop de fois où il n'y a pas de preuves, et ils s'en sortent. Pas cette fois. » André sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait ce sentiment, cette douleur, cette colère face à un système qui permettait à des gens comme Claire d'agir en toute impunité. Mais ce soir, grâce à Karim, grâce à ce téléphone, il y avait une preuve. Et avec la preuve venait le pouvoir. La foule murmurait maintenant. Les vidéos se multipliaient, les chuchotements devenaient des cris d'indignation. André savait que ce n'était que le début. Il rentrerait chez lui ce soir, mais il ne laisserait pas cette injustice s'évanouir dans l'oubli. Claire Martin allait répondre de ses actes, et il s'assurerait que justice soit rendue, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui n'avaient jamais eu la chance de se battre. Si vous êtes révolté par cette injustice, si vous croyez que personne ne devrait être humilié à cause de sa couleur de peau, mettez un like et commentez « Justice pour tous » pour montrer que vous vous levez contre l'oppression. Restez avec nous, car ce qui suit va secouer le système jusqu'à ses fondations. La vidéo de l'arrestation brutale d'André Dubois par l'officier Claire Martin s'était répandue comme une traînée de poudre, embrasant les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Les images granuleuses, capturées par le courageux Karim, montraient Claire menottant André, un juge fédéral noir, avec une arrogance qui sointait le mépris racial. Les gros titres hurlaient « Un juge noir victime de profilage racial » et « Une policière exposée par une vidéo virale ». L'indignation publique était palpable, un cri collectif de colère contre une injustice trop longtemps tolérée. Mais dans l'ombre, Claire Martin, loin de se repentir, restait campée sur ses positions, convaincue que le système, son bouclier de toujours, la protégerait. André, quant à lui, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les marques rouges des menottes sur ses poignets, le discours froissé jeté dans la boue par Claire, le silence complice de l'officier Marc Dupont et l'inaction du couple témoin, Sophie et Paul, tournaient en boucle dans son esprit. Cette humiliation n'était pas seulement personnelle, elle était l'écho d'un système pourri, où des officiers comme Claire pouvaient agir en toute impunité. Aujourd'hui, André se tenait prêt à affronter cette injustice, soutenu par son mentor, le juge en chef Laurent Beaumont, un homme dont la droiture était légendaire. Mais ce qui allait se dérouler dans la salle d'audience interne allait faire monter la rage à un niveau incandescent, révélant une corruption plus profonde et plus insidieuse que quiconque aurait pu imaginer. André traversa les couloirs austères du commissariat central, son costume sombre impeccablement repassé, mais son cœur battant d'une colère contenue. Chaque pas résonnait comme une promesse silencieuse. Claire Martin répondrait de ses actes. À ses côtés, Laurent Beaumont marchait d'un pas assuré, ses yeux gris perçants trahissant une fureur maîtrisée. « J'ai vu la vidéo, André », murmura-t-il, sa voix grave vibrant d'indignation. « C'est inacceptable. Nous ne laisserons pas cela passer. » André hocha la tête, reconnaissant pour le soutien de son mentor, mais conscient que cette bataille ne serait pas facile. Claire n'était pas seule. Elle était protégée par un réseau de complicité tacite, incarné par son supérieur, l'inspecteur Pierre Lefebvre, un homme connu pour étouffer les plaintes gênantes au nom de l'unité du département. À l'extérieur, une journaliste militante, Camille Leroux, attendait avec son équipe, son carnet rempli de notes sur l'affaire. Camille avait suivi l'histoire dès les premières heures, publiant des articles incendiaires qui avaient amplifié la colère publique. « André, » lança-t-elle en l'apercevant, « le monde regarde. Cette affaire pourrait tout changer. » André lui adressa un sourire crispé. Il voulait y croire, mais il savait que le système ne cédait jamais sans lutter.
À l'intérieur de la salle de réunion, l'atmosphère était étouffante. Claire Martin était assise à une longue table en chêne, son uniforme impeccablement repassé, mais son visage fermé, ses lèvres pincées en une ligne dure. Elle n'avait rien de l'officier arrogante qui avait menotté André la veille. Elle semblait plutôt une bête acculée, prête à mordre pour se défendre. Face à elle, le commissaire Robert Garnier, un homme massif aux cheveux poivre et sel, affichait une neutralité étudiée. À sa droite, deux officiers des affaires internes, Sophie Lemoine et Julien Moreau, feuilletaient un dossier épais. André prit place, sentant le regard de Claire se poser sur lui, chargé d'une hostilité à peine voilée. Elle ne s'attendait pas à le voir ici, à le voir se tenir droit, prêt à la défier. Elle pensait que son départ précipité la veille, après avoir ôté les menottes, avait clos l'affaire. Elle se trompait lourdement. Le commissaire Garnier prit la parole, sa voix rauque brisant le silence. « Officier Martin, vous êtes convoqué pour une revue interne suite à une plainte concernant votre conduite lors d'un contrôle routier hier soir. Une vidéo circule et nous l'examinerons aujourd'hui. » Claire resta immobile, ses doigts crispés autour d'un stylo, mais André pouvait voir la tension dans ses épaules, la fureur dans ses yeux. Elle n'était pas nerveuse, elle était enragée, comme si l'idée même d'être jugée pour ses actes était une insulte personnelle. Sophie Lemoine, l'une des officiers des affaires internes, alluma un écran et la pièce plongea dans un silence oppressant. La vidéo de Karim apparut, implacable. On y voyait Claire tirer André de sa voiture, son ton moqueur lorsqu'elle raillait son titre de juge, la brutalité avec laquelle elle lui passait les menottes. Mais ce qui fit bouillir le sang d'André, et probablement de tous ceux dans la salle, fut un moment précis. Claire ramassant son discours, le froissant avec un rictus dédaigneux et le jetant dans la boue. « Ça, c'est ce que tu appelles du travail de juge ?» répétait-elle à l'écran, sa voix dégoulinant de mépris. Laurent Beaumont serra les poings sous la table, son visage impassible, mais ses yeux brûlants de colère. Le commissaire Garnier, lui, fronça les sourcils, son masque de neutralité commençant à se fissurer. Puis vint le moment qui fit monter la rage d'André à un niveau presque insupportable. Sophie Lemoine sortit un dossier supplémentaire, révélant un historique de plainte contre Claire Martin. Excès de force, comportement discriminatoire, plaintes répétées de citoyens, principalement des personnes racisées, lut-elle d'une voix neutre mais ferme. Toutes ces plaintes ont été classées sans suite par l'inspecteur Pierre Lefebvre. Un murmure de choc parcourut la salle. André sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas un incident isolé. Claire avait un passé, un schéma d'abus de pouvoir, et Lefebvre, son supérieur, l'avait protégée à chaque fois, balayant les plaintes sous le tapis pour préserver l'image du département. Cette révélation était comme une lame, plantée en plein cœur de la justice. Laurent se pencha légèrement vers André, murmurant « Ils l'ont laissé faire. » Pendant des années. André hocha la tête, ses mâchoires serrées. Cette complicité institutionnelle était ce qui rendait des gens comme Claire intouchables, jusqu'à ce qu'ils s'attaquent à la mauvaise personne. Mais ce n'était pas tout. Camille, la journaliste, avait découvert quelque chose de plus odieux encore. Avant l'audience, elle avait contacté André pour lui révéler que Claire avait envoyé un message menaçant à Karim, le jeune homme qui avait filmé l'incident. « Supprime cette vidéo, ou tu le regretteras », avait-elle écrit, pensant que son badge lui donnait le droit d'intimider un citoyen. Cette tentative de museler la vérité fit bouillir André. Non seulement Claire avait abusé de son pouvoir sur lui, mais elle cherchait maintenant à faire taire le seul témoin qui avait osé la défier. Cette arrogance, cette certitude qu'elle pouvait échapper à toute conséquence, était une insulte à tout ce qu'André défendait. Il échangea un regard avec Camille, qui se tenait au fond de la salle, son stylo prêt à noter chaque détail. Elle hocha la tête, un signe silencieux qu'elle ne lâcherait rien. Dans la salle, Claire prit la parole pour la première fois, sa voix froide et calculée. « Il était non coopératif », dit-elle, répétant la même excuse éculée.
J'avais des raisons de penser qu'il représentait une menace. André laissa échapper un rire amer, incapable de se retenir. Une menace? Répéta-t-il, sa voix tranchante comme un scalpel. Parce que j'ai osé vous demander pourquoi vous m'arrêtiez. Parce que je suis un homme noir au volant d'une belle voiture? Les mots résonnèrent dans la pièce, lourds de vérité. Claire tressaillit, mais son regard resta dur, défiant. Vous exagérez, cracha-t-elle. Ce n'était qu'un contrôle de routine. Mais la vidéo parlait d'elle-même. Chaque image, chaque mot, chaque geste de mépris contredisait sa défense pathétique. Puis, un autre personnage entra en scène, ajoutant une nouvelle couche d'indignation. Julien Moreau, l'un des officiers des affaires internes, prit la parole, sa voix hésitante mais teintée de culpabilité. « J'ai travaillé avec Claire », commença-t-il, jetant un regard nerveux vers elle. « J'ai vu des plaintes arriver, mais l'inspecteur Lefebvre nous a toujours dit de ne pas creuser. Il disait que ça nuirait à l'image du département. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. André sentit une vague de nausée l'envahir. Lefebvre, un homme censé faire respecter la loi, avait sciemment protégé une officière corrompue, laissant des victimes sans justice. Cette révélation était un coup de poing dans l'estomac, une preuve que l'injustice n'était pas l'œuvre d'une seule personne, mais d'un système qui fermait les yeux par commodité. Laurent Beaumont se redressa, sa voix tonnant comme un verdict. « Vous voulez dire que des plaintes ont été ignorées, délibérément? Que des citoyens ont été laissés sans recours à cause de votre inaction? » Julien baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Laurent. Claire, elle, restait droite, son visage figé dans une expression de défi. Mais André voyait la fissure dans son armure, la panique qui commençait à s'infiltrer. Elle savait que la vidéo, les plaintes, le témoignage de Julien, tout cela formait un étau qui se resserrait autour d'elle. Le commissaire Garnier, visiblement ébranlé, se frotta les tempes. « Officier Martin, » dit-il enfin, sa voix lourde, « sur la base des preuves et de l'indignation publique, je n'ai d'autre choix que de vous suspendre immédiatement, en attendant une enquête plus approfondie. Vous devez rendre votre badge et votre arme. » Claire bondit de sa chaise, son visage rouge de fureur. « C'est ridicule !» s'écria-t-elle. « Vous me jetez en pâture pour un incident isolé. J'ai juste fait mon travail. » Mais personne ne répondit. Le silence était assourdissant, un jugement implicite. André la fixa, ses yeux brûlants d'une colère contenue mais inébranlable. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de chaque personne qu'elle avait harcelée, humiliée, menacée. Il s'agissait de Karim, qui risquait des représailles pour avoir osé filmer. Il s'agissait de toutes les plaintes étouffées par Lefebvre, de toutes les vies brisées par un système qui protégeait les puissants au détriment des faibles. Claire, sentant le contrôle lui échapper, se tourna vers André, ses yeux lançant des éclairs. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle, sa voix chargée de venin. André soutint son regard, impassible. « Non », répondit-il calmement. « Ce n'est que le début. » Elle quitta la salle en trombe, ses pas résonnant comme des coups de marteau dans le couloir. André resta assis, le poids de l'injustice pesant sur ses épaules, mais aussi une lueur d'espoir. La vidéo de Karim, l'indignation publique, le témoignage de Julien, tout cela montrait que le vent tournait. Mais la bataille était loin d'être terminée. Claire n'était qu'un symptôme d'un mal plus profond, et André savait que des gens comme Lefebvre continueraient à protéger leurs semblables jusqu'à ce que le système lui-même soit forcé de changer. En sortant, il croisa Camille, qui lui adressa un sourire déterminé. « On ne lâche rien, André, » dit-elle. « Le monde entier regarde maintenant. » André hocha la tête, son esprit déjà tourné vers la prochaine étape. Claire Martin avait peut-être perdu une bataille, mais elle n'abandonnerait pas si facilement. Et lui non plus. Si vous êtes révolté par cette injustice, si vous croyez que le système doit changer, mettez un like et commentez « Responsabilité maintenant » pour montrer que vous exigez des comptes.
Si vous pensez que des officiers comme Claire doivent être tenus responsables, partagez cette histoire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car ce qui arrive ensuite va ébranler les fondations mêmes du système. La salle d'audience du tribunal était un théâtre de tension, où chaque souffle semblait suspendu, chaque regard chargé d'électricité. André Dubois, vêtu de sa robe de juge, trônait derrière le haut pupitre en acajou, son gavel posé à portée de main, symbole de l'autorité qu'il incarnait. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un procès ordinaire. En face de lui, Claire Martin, l'officier qui l'avait humilié, menotté et traîné dans la boue, se tenait droite à la table de la défense. Dépouillée de son uniforme, de son badge, de son arrogance, elle était maintenant à la merci de la justice qu'elle avait si longtemps bafouée. Pourtant, son regard restait dur, ses lèvres pincées en une ligne de défi, comme si elle croyait encore que le système, son complice de toujours, viendrait à son secours. André, lui, était résolu. Ce n'était pas seulement son honneur qu'il défendait, c'était celui de chaque personne qu'elle avait opprimée, de chaque voix étouffée par des années de corruption et d'impunité. Mais ce qui allait se dérouler dans cette salle allait faire bouillir le sang, révéler une injustice si profonde, si insupportable, qu'elle secourait les consciences jusqu'à leur fondement. La salle était pleine à craquer. Des journalistes, des militants, des citoyens indignés s'entassaient sur les bancs, leurs murmures formant un bourdonnement constant. Camille Leroux, la journaliste qui avait amplifié l'affaire, était au premier rang, son stylo prêt à capturer chaque mot, chaque instant. Karim, le jeune homme dont le courage avait tout déclenché en filmant l'arrestation d'André, se tenait au fond, ses épaules crispées mais son regard ferme. À ses côtés, Julien Moreau, l'officier des affaires internes, qui avait osé témoigner contre Claire, semblait mal à l'aise, conscient du poids de son choix. Dehors, une foule s'était rassemblée, mais pas tous pour soutenir André. Un groupe de manifestants, brandissant des pancartes aux slogans venimeux, scandait des insultes racistes, criant que Claire était une « victime du politiquement correct ». Ces voix, pleines de haine, faisaient monter la colère d'André, une rage brûlante qu'il maîtrisait à peine. Comment osait-il défendre une femme qui avait abusé de son pouvoir, qui avait humilié des innocents, qui avait menacé un témoin pour protéger son ego? Mais André savait que ce procès ne concernait pas seulement Claire. Il s'agissait de confronter un système qui permettait à des gens comme elle de prospérer. Le procureur, un homme mince nommé Étienne Dubois, aucun lien de parenté avec André, ouvrit la séance avec une précision chirurgicale. « Claire Martin, vous êtes accusée de fautes graves, de profilage racial et d'abus de pouvoir, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Les preuves contre vous sont accablantes. Une vidéo montrant votre conduite lors de l'arrestation illégale du juge André Dubois, un historique de plaintes pour brutalité et discrimination, et des témoignages confirmant un schéma d'abus systématique. Il fit défiler les preuves, projetant la vidéo de Karim sur un écran géant. Les images, désormais familières à des millions de personnes, montraient Claire tirant d'André de sa voiture, riant de son titre de juge, froissant son discours et le jetant dans la boue. Chaque détail, son rictus moqueur, la brutalité des menottes, le mépris dans sa voix, ravivait la colère dans la salle. Camille griffonnait furieusement, capturant l'indignation collective. Mais ce qui fit monter la rage à un niveau presque insoutenable fut une nouvelle révélation. Étienne présenta un document interne du commissariat, obtenu grâce à une fuite orchestrée par Julien. « Ce rapport, dit-il, brandissant les pages, montre que l'inspecteur Pierre Lefebvre a non seulement ignoré les plaintes contre l'officier Martin, mais a activement falsifié des rapports pour la protéger. » Un hoquet de choc parcourut la salle. André sentit son cœur s'accélérer, la fureur montant comme une vague. Lefebvre, un homme censé incarner l'intégrité, avait manipulé le système pour protéger une officière corrompue, laissant des victimes sans recours. Mais ce n'était pas tout.
Étienne révéla un échange de courriels entre Lefebvre et un supérieur, où il qualifiait les plaintes contre Claire de broutilles exagérées par des minorités. Ces mots, lus à voix haute, firent bouillir le sang d'André. C'était la preuve d'une corruption institutionnelle, d'un mépris systémique pour ceux qui osaient défier l'ordre établi. La salle entière sembla retenir son souffle, l'indignation palpable dans l'air. Puis vint le tour de l'avocat de Claire, un homme nommé Victor Renaud, dont le sourire mielleux cachait une tactique odieuse. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix doucereuse, il s'agit d'un malentendu tragique. L'officier Martin n'a fait que son travail dans une situation tendue. Le juge Dubois, par son attitude non coopérative, a exacerbé les tensions. » André serra les poings sous son pupitre. Non coopérative? Demander la raison d'un contrôle illégal était-il un crime? Mais Renaud alla plus loin, et ses mots firent basculer la colère en une rage incandescente. Le juge Dubois, poursuivit-il, a peut-être cherché à se poser en victime, à manipuler la situation pour attirer l'attention sur lui. Ne serait-il pas en train d'exploiter cette affaire pour sa propre gloire? Un murmure outré s'éleva dans la salle. Camille bondit presque de son siège, son stylo s'arrêtant net. Karim, au fond, serra les poings, ses yeux lançant des éclairs. Comment osait-il salir le nom d'André, un homme qui avait consacré sa vie à la justice pour défendre une officière corrompue? Cette tentative de renverser la faute était une insulte, une gifle à toutes les victimes de l'abus de pouvoir. Julien, appelé à témoigner, se leva, son visage pâle mais déterminé. « J'ai vu Claire agir ainsi pendant des années, » dit-il, sa voix tremblante mais claire. Elle ciblait systématiquement des personnes racisées, les traitant comme des criminels sans raison. J'ai essayé de signaler ces abus, mais l'inspecteur Lefebvre m'a ordonné de me taire. Son témoignage, un acte de courage face à la pression du département, fit vibrer la salle d'une émotion brute. André croisa son regard, hochant légèrement la tête en signe de respect. Julien, en rompant le silence, avait brisé une partie du mur d'impunité qui protégeait Claire. Mais dehors, les cris des manifestants pro-Claire s'intensifièrent, leurs slogans racistes perçant les murs du tribunal. « Justice pour les vrais Français !» hurlait-il, un cri qui poignardait d'André en plein cœur. Ses voix, pleines de haine, rappelaient que Claire n'était pas un cas isolé. Elle était le produit d'un système qui tolérait, voire encourageait, ce genre de comportement. Claire, appelée à la barre, resta fidèle à son arrogance. « Je n'ai rien fait de mal, » déclara-t-elle, sa voix froide mais tremblante. « J'ai suivi mon instinct de policière. Si les gens respectaient de l'autorité, on n'en serait pas là. » André sentit une vague de dégoût l'envahir. Pas un mot de remords, pas une once de responsabilité. Elle se tenait là, droite, comme si elle était la victime. Cette absence de repentance, cette certitude qu'elle pouvait encore s'en sortir, était une insulte à toutes les vies qu'elle avait brisées. André prit une profonde inspiration, son regard se posant sur elle. Il était temps. « Officier Martin », commença-t-il, sa voix calme mais d'une autorité implacable. « Vous êtes accusé de fautes graves, de profilage racial et d'abus de pouvoir. Les preuves contre vous sont irréfutables. Vous avez eu l'occasion de corriger vos actions, de reconnaître vos torts, mais vous avez choisi l'arrogance. Vous avez été investi d'un pouvoir par la loi, et vous l'avez utilisé pour opprimer, non pour protéger. » La salle retint son souffle. Claire tressaillit, ses mains crispées sur la table, mais elle ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Chaque mot d'André était un coup de marteau, clouant son destin. « Ce tribunal vous déclare coupable de fautes graves, » poursuivit-il, chaque syllabe résonnant comme un verdict final. « Vous êtes déchu de toute autorité légale. Vous ne porterez plus jamais de badge. Vous êtes condamné à suivre une formation obligatoire contre les discriminations, et votre dossier portera la marque de vos actions pour le reste de votre carrière. » Un hoquet collectif traversa la salle.
Ce n'était pas une peine de prison, mais pour quelqu'un comme Claire, c'était pire. Une disgrâce permanente, une tâche indélébile qui la suivrait partout. Elle ne pourrait plus jamais brandir son badge pour intimider, pour contrôler, pour opprimer. C'était fini. Le visage de Claire resta figé, mais ses yeux trahissaient une rage bouillonnante, une haine pure. Alors qu'elle était escortée hors de la salle, elle se tourna légèrement vers André, ses lèvres laissant échapper un murmure venimeux. « Ce n'est pas fini. » André soutint son regard, un sourire discret mais assuré sur les lèvres. « Non, » répondit-il doucement, juste pour elle. « C'est le début d'un changement. » Les portes du tribunal se refermèrent derrière elle, ses pas s'évanouissant dans le couloir. La salle éclata en murmures, un mélange de soulagement et d'indignation. Camille, les larmes aux yeux, griffonnait furieusement, déterminée à faire entendre cette histoire au monde. Julien, toujours au fond, baissa la tête, comme soulagé d'avoir enfin parlé. Mais dehors, les cris des manifestants racistes continuaient, rappelant à André que cette victoire, bien que significative, n'était qu'une étape. André quitta le tribunal, l'air frais de l'après-midi apaisant, à peine la tempête dans son cœur. Les journalistes se pressaient autour de lui, leurs caméras braquées, leurs questions fusant. Mais son regard se posa sur Karim, qui attendait au bas des marches, les mains enfoncées dans les poches, le visage marqué par une fatigue familière. André descendit vers lui, ignorant la foule. « Merci », dit-il simplement, sa voix empreinte d'une gratitude profonde. Karim haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Je ne pouvais pas laisser ça passer », murmura-t-il. « Trop de gens comme moi, on n'a jamais de justice. » André hocha la tête, la gorge serrée. Il connaissait cette douleur, cette exhaustion face à un système qui semblait conçu pour écraser plutôt que protéger. Camille s'approcha, son regard brillant d'une détermination farouche. « André, ce procès va changer les choses, » dit-elle. « Mais il faut continuer. Lefebvre doit répondre de ses actes, lui aussi. » André acquiesça. Elle avait raison. Claire n'était qu'un rouage d'une machine bien plus grande, et des hommes comme Lefebvre, qui protégeaient les abuseurs, devaient être démasqués. Mais pour l'instant, André savoura cette victoire, aussi fragile soit-elle. Il avait rendu justice non seulement pour lui, mais pour chaque personne qui avait été arrêtée, humiliée, ignorée à cause de sa couleur de peau. En s'éloignant, il sentit le poids de sa robe s'alléger légèrement, remplacé par une résolution d'acier. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'une lutte plus grande, d'un combat pour démanteler un système qui tolérait l'injustice depuis trop longtemps. Si vous êtes révolté par cette injustice, si vous croyez que chaque voix compte dans la lutte pour l'égalité, mettez un like et commentez « Justice pour tous » pour montrer votre soutien. Si vous pensez que des officiers comme Claire et des complices comme Lefebvre doivent être tenus responsables, partagez cette histoire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines batailles. Ensemble, nous pouvons exiger un changement réel. L'histoire d'André Dubois, un juge noir victime d'un profilage racial brutal par l'officier Claire Martin, est une saga qui transcende le simple récit d'un incident isolé. Elle agit comme un miroir implacable, reflétant les failles béantes d'une société confrontée au racisme systémique, à l'abus de pouvoir et à la nécessité urgente de justice. Ce drame, ancré dans une réalité douloureusement familière, suscite un tourbillon d'émotions, une colère brûlante face à l'injustice, une tristesse profonde pour les victimes invisibles et un espoir tenace porté par le courage collectif. En France, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravés dans l'âme républicaine, cette histoire résonne comme un cri d'alarme, un appel à l'introspection et à l'action. À travers une analyse émotionnelle approfondie et des leçons pratiques, explorons ce que ce récit nous enseigne, non seulement sur la société, mais aussi sur notre propre responsabilité dans la lutte pour un monde plus équitable. Ces leçons, tirées d'un contexte français, offrent des pistes concrètes pour appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes, transformant l'indignation en un moteur de changement durable.
L'arrestation d'André Dubois, un juge respecté, par Claire Martin, sous un prétexte fallacieux, est un acte d'une injustice si flagrante qu'elle fait bouillir le sang. Claire, avec son mépris racial assumé, ne se contente pas de violer la loi. Elle bafoue la dignité humaine, froissant le discours d'André et le jetant dans la boue comme un symbole de son rejet de son identité. Cette scène, où un homme noir en costume 3 pièces est menotté et humilié pour aucune autre raison que sa couleur de peau, est une insulte au principe d'égalité cher à la France. Mais ce qui amplifie cette colère, c'est la révélation que Claire n'était pas une exception. Son historique de plainte pour brutalité et discrimination, étouffé par son supérieur Pierre Lefebvre, expose une complicité institutionnelle qui choque profondément. En France, où la devise républicaine promet l'égalité, cette protection des abuseurs par le système est une trahison. La colère suscitée par cette histoire n'est pas stérile, elle est un catalyseur. André, malgré l'humiliation, choisit de canaliser sa rage en une quête de justice, nous montrant que la colère, lorsqu'elle est dirigée avec détermination, peut ébranler les fondations d'un système corrompu. Cette indignation nous pousse à nous demander: combien de Claire Martin opèrent encore dans l'ombre, protégés par des Lefebvre qui privilégient l'image institutionnelle à la justice? Au-delà de la colère, une tristesse profonde s'installe en suivant le parcours d'André. L'image de son discours, un texte soigneusement préparé pour défendre l'égalité, jeté dans la boue par Claire, est une métaphore déchirante de la dévalorisation des aspirations des personnes racisées. Cette tristesse est amplifiée par le silence complice de l'officier Marc Dupont et des témoins Sophie et Paul qui, par leur inaction, deviennent des complices passifs de l'injustice. En France, où les débats sur le racisme sont souvent minimisés au nom de l'universalisme républicain, cette histoire nous force à reconnaître une vérité douloureuse. Le racisme systémique persiste, et il affecte profondément ceux qui le subissent. Les cris des manifestants soutenant Claire, scandant des slogans racistes comme « Justice pour les vrais Français », rappellent que les tensions raciales qui continuent de diviser la société française. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, elle est collective, enracinée dans l'histoire des discriminations, des contrôles aux faciès, des inégalités qui perdurent malgré les promesses d'égalité. Elle nous pousse à nous interroger. Combien de personnes, sans le statut d'André, ont été humiliées sans que personne ne filme, sans que personne ne s'indigne? Cette douleur nous invite à examiner notre propre rôle dans ces dynamiques, à reconnaître que l'inaction, comme celle de Sophie et Paul, est une forme de complicité. Malgré l'obscurité de cette histoire, une lueur d'espoir brille à travers les actes de courage de personnages comme Karim, Camille et Julien. Karim, en filmant l'arrestation malgré les menaces de Claire, incarne le pouvoir des citoyens ordinaires. Son geste, simple mais audacieux, rappelle que chacun de nous, même sans statut ou pouvoir, peut défier l'oppression. En France, où les mouvements citoyens comme les manifestations contre les violences policières ont pris de l'ampleur, l'acte de Karim résonne comme un appel à l'action. Camille, la journaliste, utilise sa plume pour amplifier l'indignation publique, soulignant le rôle crucial des médias dans la lutte contre l'injustice. Son engagement reflète une valeur française fondamentale, la liberté de la presse, qui permet de tenir les puissants responsables. Julien, en témoignant contre Claire malgré la pression de son département, montre que même à l'intérieur d'un système corrompu, des voix peuvent s'élever pour la vérité. Enfin, André lui-même, en présidant le procès avec une dignité inébranlable, prouve que le pouvoir, lorsqu'il est exercé avec intégrité, peut restaurer la justice. Cet espoir collectif, forgé par la solidarité, nous rappelle que le changement est possible, mais qu'il exige une mobilisation constante, une refusal de se taire face à l'injustice. 1. Lever la voix. Contre l'injustice. L'acte de Karim, qui filme l'arrestation malgré le danger, est une leçon universelle. En France, où les contrôles au faciès sont un problème documenté, nous pouvons tous devenir des Karim.
Si nous assistons à une injustice, un commentaire raciste dans un café, un traitement inégal au travail ou un contrôle policier abusif, nous devons oser agir. Cela peut signifier filmer de manière sécurisée, comme le permet la loi française dans l'espace public, ou signaler l'incident à des organisations comme la Défenseure des droits. Par exemple, si vous êtes témoin d'un contrôle policier qui semble injustifié, documentez-le discrètement et partagez-le avec des associations comme SOS Racisme. 2. S'éduquer sur les préjugés et l'histoire. L'arrogance de Claire Martin repose sur des préjugés profondément enracinés. En France, où l'universalisme républicain peut parfois masquer les discussions sur le racisme, il est crucial de s'éduquer. Lisez des ouvrages comme La condition noire de Pape Ndiaye ou Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun pour comprendre les racines historiques du racisme. Participez à des formations sur la diversité ou à des conférences organisées par des institutions comme le Musée de l'histoire de l'immigration à Paris. En comprenant mieux les expériences des autres, nous pouvons déconstruire nos propres biais et devenir des alliés plus efficaces. 3. Soutenir les institutions et les mouvements justes. Le rôle de Laurent Beaumont et d'Étienne Dubois montre l'importance d'institutions intègres. En France, soutenez des organisations comme la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International France, ou le Collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, malgré sa dissolution controversée. Participez à des initiatives locales, comme les conseils citoyens dans votre commune, ou votez pour des candidats politiques qui prônent des réformes contre les discriminations. Par exemple, soutenir des campagnes pour réformer les pratiques policières, comme celle menée par le mouvement Shall Stop Control au faciès, peut avoir un impact concret. 4. Briser le silence complice. Le silence de Marc, Sophie et Paul est une leçon sur les dangers de l'inaction. En France, la culture de la réserve peut nous pousser à éviter les conflits, mais ce silence permet aux injustices de prospérer. Si vous entendez une remarque raciste dans une réunion de famille ou au travail, osez la confronter poliment mais fermement. Par exemple, dire « Ce commentaire est inapproprié, il renforce des stéréotypes nuisibles », peut ouvrir un dialogue. Comme Julien, qui risque sa carrière pour témoigner, nous devons apprendre à parler, même lorsque c'est inconfortable. 5. Utilisez les médias et les réseaux sociaux comme outils de changement. La vidéo de Karim et les articles de Camille montrent le pouvoir des médias citoyens. En France, les plateformes comme Twitter, Instagram ou TikTok sont des espaces où les voix marginalisées peuvent s'exprimer. Partagez des histoires d'injustice, signez des pétitions en ligne ou soutenez des influenceurs qui sensibilisent à ces questions comme ceux du collectif. Balance ton agency. Créez du contenu, un post, une vidéo, un article, pour amplifier les récits comme celui d'André. Par exemple, publier un message avec le hashtag #Justice pour tous peut mobiliser votre réseau et attirer l'attention sur des causes similaires. 6. S'engager dans une résilience active. André, malgré l'humiliation, ne cède pas au désespoir. Sa résilience, forgée par des années de lutte contre les préjugés, est une leçon pour nous tous. Dans la vie quotidienne, cela signifie persévérer face aux obstacles, qu'il s'agisse de discrimination personnelle ou de défis professionnels. En France, où les personnes racisées peuvent rencontrer des barrières dans l'éducation ou l'emploi, s'inspirer d'André signifie continuer à se battre pour ses droits, chercher des alliés et ne jamais laisser les préjugés définir sa valeur. L'histoire d'André Dubois est un cri de ralliement pour tous ceux qui croient en une société plus juste. En France, où les idéaux républicains sont un phare, nous devons nous demander, incarnons-nous vraiment l'égalité? Cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas un acquis, mais une conquête, un combat de chaque instant.
Claire Martin n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond, et des figures comme Lefebvre, qui protègent les abuseurs, doivent être démasquées. En appliquant ces leçons, parler, s'éduquer, soutenir, agir, persévérer, nous pouvons transformer notre indignation en un mouvement pour le changement. Chaque petit geste compte. Un commentaire confrontant un préjugé, un partage sur les réseaux sociaux, une participation à une manifestation. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que des histoires comme celle d'André ne soient plus la norme, mais des exceptions qui mènent à des réformes durables. L'histoire d'André Dubois nous secoue jusqu'au cœur, nous révolte face à l'injustice, mais elle nous inspire aussi à agir. Elle nous rappelle que la justice commence par nous, par notre courage, par notre refus de rester silencieux. Si vous êtes touché par ce combat pour l'égalité, si vous croyez que chaque voix peut changer le monde, mettez un like et commentez « Égalité pour tous ». Pour montrer que vous vous tenez aux côtés de ceux qui luttent. Partagez cette vidéo pour faire entendre cette histoire au plus grand nombre et abonnez-vous pour ne pas manquer les récits qui nous poussent à construire une société plus juste. Ensemble, faisons de l'égalité une réalité, pas seulement un idéal.